Vous écoutez On lit pour vous. Y a-t-il trop d'écureuils à Montréal? Un dossier de Louise Leduc paru le 21 juillet 2026 dans la presse. Les touristes n'en finissent pas de photographier leurs prouesses. Les Montréalais, eux, pestent plutôt très souvent devant les dégâts qu'ils causent. Aux potagers, aux fleurs, aux haies, à tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Est-il possible et souhaitable de les freiner? Premier texte, rongeurs de patios, potagers et poubelles. De beaux gars qui veulent passer à la télé, il y en a plein. Des gars qui sont prêts à aller chercher un écureuil coincé dans un mur ou dans un plafond, il y en a moins. Frédéric Cloutier, qui a entre autres joué dans District 31 et Alerte, est trappeur urbain, et c'est peut-être dans ce rôle qu'il est le plus acclamé. Le jour où on l'a suivi, il avait 29 arrêts à faire aux 4 coins de Montréal, dont un l'obligeait à grimper au 3e étage d'un édifice de bureaux. Quand il est redescendu avec les 2 écureuils attrapés d'un coup dans la cage, sa cliente, qui avait filmé l'intervention, l'a reçu en héros. « Mes clients me font souvent des câlins », lance-t-il. Mais bien sûr, ça ne se passe pas toujours comme prévu. J'ai des techniciens qui se sont déjà fait mordre, et j'ai vu un écureuil sauter sur une de mes clientes. Ça, c'était drôle. On n'intervient que lorsqu'il y a un animal à sauver ou lorsqu'il cause préjudice, ajoute-t-il. Or, l'écureuil, en sa qualité de rongeur, ronge et ronge beaucoup. Les terrasses, les toits, les bacs de recyclage, les légumes du potager, les tubulures des érablières, les fils de toutes sortes, y compris ceux des voitures. En ville, à quoi servent-ils au juste? On pourrait se poser la même question de nous-mêmes. À quoi servent les humains, à part à détruire la planète? Répond avec un sourire dans la voix Denis Réal, professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. L'écureuil, souligne-t-il, joue un rôle important dans la forestation. En prévision de l'hiver, les écureuils peuvent faire des centaines et des centaines de caches, des graines d'arbres, de plantes. Et bien sûr, ils oublient plusieurs de ces caches, et ça permet à ces graines de germer et de donner des arbres ou des plantes. D'accord, mais en ville. Monsieur Réal sait pertinemment qu'ils peuvent être une source de stress énorme. J'ai eu moi-même un écureuil qui avait décidé de s'installer dans mon entretoit et on l'entendait gruger. Monsieur Réal s'est mis en mode observation et a constaté que son écureuil grimpait par la vigne de la maison. Il l'a donc coupé. Le trappeur urbain Frédéric Cloutier le dit et le redit aussi. C'est à nous de nous adapter. C'est la raison pour laquelle il travaille main dans la main avec des ouvriers. Parce que si l'écureuil s'est installé dans la maison, c'est qu'il y a un trou quelque part et que si on ne répare pas ce trou, l'écureuil ou un autre animal sauvage reviendra. Il faut tenir sa maison en bon état. Mais bien sûr, ça ne garantit pas tout. En Grande-Bretagne, de grands moyens ont été pris contre l'écureuil gris, le même que le nôtre. C'est que là-bas, la petite bête met en péril l'habitat et la nourriture de l'écureuil indigène, l'écureuil roux. Le gouvernement a donc décidé de contrôler la population. Comment? En offrant de la nourriture comme appât, nourriture qui contient des contraceptifs oraux, avec l'approbation du roi Charles III lui-même. Ici, on n'en est pas là. Mais comme l'indique M. Réal, aucune étude ne nous permet de savoir si l'on a trop de nos écureuils gris. A priori, cependant, il ajoute qu'il ne semble pas nuire à l'écosystème, contrairement aux cerfs de Virginie à Longueuil, par exemple. La zone grise autour de la capture. La recette de fricassé d'écureuil au vin blanc de Jeanne Benoît, auteur de l'Encyclopédie de la cuisine canadienne, a fait époque. De façon plus contemporaine, le chef Martin Picard, lui, a offert de servir de la chair d'écureuil en sushi. À noter que l'écureuil est à consommer avec prudence, selon les microbiologistes, en raison des bactéries dont il peut être porteur.
La Fédération des chasseurs et des pêcheurs réclame depuis quelques décennies déjà de pouvoir chasser l'écureuil. Mais comme l'indique l'un de ses biologistes, Michel Barry, ça n'est pas près d'arriver. On voudrait pouvoir le chasser comme on chasse le pigeon, pas en ville, mais à la campagne. Mais ça n'arrivera pas, en raison d'enjeux d'acceptabilité sociale. En réponse à nos questions, au ministère de l'Environnement, on évoque aussi par courriel cette question de l'acceptabilité sociale. Le ministère signale par contre qu'il demeure permis de les piéger. Le piégeage est d'ailleurs beaucoup plus efficace que la chasse comme moyen de gestion des populations et pour limiter les dommages liés à la présence d'écureuils. Vous êtes de ceux qui, à la nuit tombée, vont porter les écureuils qu'ils ont piégés dans un parc près de la maison? Vous n'êtes pas seul. Depuis qu'on a entrepris ce reportage, nombreux sont ceux qui nous ont confié à voix basse avoir attrapé dans une cage puis déplacé 1, 2 et même jusqu'à 8 écureuils de leur cour. Denis Réal fait observer que le transfert d'animaux entraîne un transfert de gènes, ce qui peut causer de grands problèmes sur le plan de la structure génétique des populations et de parasites transportés à la ronde. À Montréal, Frédéric Cloutier note qu'il est toléré, d'autant plus que la ville compte parmi ses clients, tout comme des lieux patrimoniaux et plusieurs institutions. Frédéric Cloutier évoque ici son haut fait d'armes, cette fois où, lors de la déconstruction du vieux pont Champlain, le chantier a été brièvement arrêté. Un raton avait grimpé à son sommet et il fallait le détrôner. Parmi ses clients se trouvent aussi des cimetières, parce que bon, c'est ordinaire quand une marmotte creuse juste à côté de la tombe de ton arrière-grand-père. Frédéric Cloutier dit constater toutes les semaines que son travail ne fait pas l'unanimité. Les pièges que lui et son équipe installent sont régulièrement l'objet de sabotage d'amis des animaux. Ce qu'il est lui-même, assure M. Cloutier. Les sauvetages d'animaux coincés dans une structure, c'est ce qui est le plus fun, mais même quand il ne s'agit pas de cela, il a le sentiment de faire œuvre utile. Les gens ont vraiment peur, notamment des écureuils quand ils font la peau à leur maison, parfois depuis des semaines. Vous écoutez « Y a-t-il trop d'écureuils à Montréal ?» Un dossier de Louise Leduc paru le 21 juillet 2026 dans la presse. Deuxième texte. Dur à faire fuir, l'écureuil. Du fumier de poule, du poil de chien, du tabasco, des agrumes, un répulsif de grand-mère. Chacun a son truc plus ou moins efficace pour faire fuir les écureuils. Y a-t-il quelque chose qui fonctionne? Le trappeur urbain Frédéric Cloutier suggère l'urine de coyote, en insistant sur le fait qu'il faut surtout bien entretenir sa maison. Une fois qu'un animal a fini par partir, dit-il, il faut réparer les points d'accès, ne pas laisser de poubelles ni de verre blanc dans la pelouse. Pierre Gingras, chroniqueur de Petites et grosses bêtes à la presse depuis des décennies, a lui-même dû refaire, en acier, la toiture d'une remise à laquelle un écureuil s'était attaqué. Leurs incisives sont en croissance permanente, alors ils ont besoin de ronger, rappelle-t-il. Évidemment, si l'on a chez soi des arbres fruitiers, à noix ou qu'on nourrit les oiseaux, on intéresse beaucoup l'écureuil. Pierre Gingras a lui-même été imaginatif. Il a essayé de répandre des cheveux, des répulsifs commerciaux, de la naphtaline, du fumier de granules de poule et de la farine de sang. Idem pour le vinaigre, l'ail, le marc de café, le paprika, la menthe, dont l'efficacité reste à être démontrée. Le fumier de poule, dit-il, donne parfois de bons résultats, mais bon, le mieux est de s'adapter plutôt que de déprimer. Et peut-être d'être à la base particulièrement sélectif si on plante quelque chose. Pierre Gingras raconte que son arbre ginkgo femelle est le haut lieu du rendez-vous des écureuils. Tout comme si vous nourrissez les oiseaux. Il tombe toujours des graines par terre, ce qui donne un super lunch gratuit à l'écureuil. Le constat de Pierre Gingras, aucune solution ne donne de bons résultats à long terme,
tout au plus une trêve de quelques semaines. C'était « Y a-t-il trop d'écureuils à Montréal ?» un dossier de Louise Leduc paru le 21 juillet 2026 dans la presse. Pourquoi certaines odeurs nous paraissent-elles désagréables? Un texte de la rédaction paru le 4 novembre 2024 dans Québec Science. Une odeur, c'est un ensemble de molécules volatiles qui stimulent des récepteurs dans notre nez. Mais comment passons-nous de ces molécules à une sensation agréable ou désagréable? Tout se joue dans le cerveau. Que pensez-vous de l'odeur de poubelle, dégoûtante, et de celle du bacon qui grille, appétissante? Jusque-là, cela semble facile, mais que pensez-vous de l'odeur de l'essence ou du parfum de ton voisin? Pourquoi ne percevons-nous pas toutes et tous les odeurs de la même manière? Et comment distingue-t-on une odeur agréable d'une odeur désagréable? Les odeurs sont en réalité des molécules volatiles. Elles restent en suspension dans l'air. Lorsque nous respirons, ces molécules pénètrent dans le nez et atteignent une zone située entre les yeux, la muqueuse olfactive. Cette zone ne fait la taille que d'une pièce d'$1, mais elle contient plus de 300 types de récepteurs olfactifs différents. Lorsque ces récepteurs captent les différentes molécules, ils envoient un signal électrique le long de neurones jusqu'au cerveau, et en particulier au bulbe olfactif. Cette zone traite le signal électrique et distribue l'information à d'autres régions du cerveau où se construit notre perception de l'odeur. L'interprétation d'une odeur se fait donc uniquement dans le cerveau, pas dans le nez. Deux structures du cerveau jouent un rôle crucial dans ce processus. L'amygdale, impliquée dans le traitement des émotions, l'hippocampe, lié à la mémoire et aux souvenirs. Ces régions collaborent pour interpréter l'odeur en fonction de nos souvenirs et de nos expériences positives ou négatives associées à l'odeur identifiée. Notre interprétation des odeurs est également influencée par d'autres facteurs. L'inconfort physiologique, certaines molécules odorantes peuvent être irritantes, à forte concentration, l'instinct de survie, les odeurs de pourriture nous repoussent naturellement, par exemple, car elles sont l'avertissement que la nourriture peut être toxique. Le contexte. L'odeur de poutine peut être appétissante le soir, mais rebutante tôt le matin, quoique. La culture. L'odeur du fromage bien fort est délicieuse dans certaines cultures, mais trop intense pour d'autres. Plus qu'une sensation désagréable, une mauvaise odeur est en fait un phénomène complexe et fascinant. C'était « Pourquoi certaines odeurs nous paraissent-elles désagréables ?» un texte de la rédaction paru le 4 novembre 2024 dans Québec Science. Huit prestations et crédits pour les personnes âgées et retraitées du Québec en juillet. Un texte de Jean-Michel Clermont-Goulet, paru le 6 juillet 2026 dans Narcité. Juillet 2026 rime avec versement de prestations et crédits d'impôt pour de nombreuses personnes aînées et retraitées du Québec. L'Agence du revenu du Canada, ARC,
Revenu Québec et Retraite Québec procèdent chacun à des dépôts qui peuvent représenter un apport financier considérable pour les budgets serrés. Certaines sommes arrivent directement dans ton compte bancaire sans que tu n'aies à lever le petit doigt. D'autres, en revanche, nécessitent une inscription préalable ou une demande de ta part. Mieux vaut donc vérifier ton admissibilité sans tarder pour ne laisser passer aucun montant. Tu peux suivre l'état de tes versements depuis Mon dossier pour les particuliers sur le site de l'ARC ou encore depuis Mon dossier pour les citoyens sur la plateforme de Revenu Québec. À noter que des prestations et crédits ont déjà été versés depuis le début du mois. C'est le cas notamment de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ACEBE, ainsi que du crédit d'impôt pour solidarité, 3 juillet, tandis que le programme Allocation logement est habituellement déposé durant les 5 premiers jours du mois. Voici les prestations qui restent à venir d'ici la fin du mois. Régime de rente du Québec. Le RRQ assure un revenu mensuel à vie à toute personne ayant cotisé au régime durant sa vie active au Québec. Il faut avoir cotisé au moins une année et avoir déclaré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ annuellement pour y être admissible. Le montant touché dépend de l'âge auquel tu choisis d'activer ta rente. 60 ans, rente à 64 % du montant complet, jusqu'à 964,90 $ par mois. 65 ans, rente à 100 % jusqu'à 1 507,65 $ par mois. 72 ans, bonification maximale à 158,8 % jusqu'à 2 394,15 $ par mois. Plus tu retardes le début de tes versements, plus ta rente mensuelle sera généreuse. Il reste toutefois possible d'y accéder dès 60 ans si tu as besoin de revenus plus tôt, moyennant une réduction permanente. Les personnes qui poursuivent leur carrière après 65 ans peuvent aussi choisir de cesser de cotiser au régime. Leur employeur arrête alors également de verser sa part. Date de versement, 31 juillet. Pension de la sécurité de la vieillesse, SV. Ce revenu mensuel fédéral est versé à toute personne de 65 ans et plus, qu'elle ait occupé un emploi ou non au cours de sa vie. Contrairement au RRQ, le montant reçu ne dépend pas des cotisations accumulées, mais du nombre d'années de résidence au Canada. Les montants sont révisés chaque trimestre selon l'indice des prix à la consommation. Pour la période de juillet à septembre 2026, ils augmentent de 1,2 %. De 65 à 74 ans jusqu'à 751,96 $ par mois. 75 ans et plus jusqu'à 827,18 $ par mois. La plupart des personnes admissibles sont inscrites automatiquement par Service Canada. Si tu approches des 65 ans sans avoir reçu de confirmation, n'hésite pas à les contacter. Il est aussi possible de reporter le début des versements jusqu'à 70 ans afin de toucher une rente plus élevée par la suite. Le versement de juillet inclut également, pour les personnes admissibles, le supplément de revenu garanti, l'allocation et l'allocation aux survivants. Date de versement, 29 juillet. Supplément de revenu garanti, SRG. Le SRG est une prestation fédérale non imposable réservée aux personnes de 65 ans et plus qui touchent déjà la pension de la SV et dont le revenu annuel demeure sous certains seuils. Son montant est réévalué chaque trimestre en fonction du coût de la vie. Pour y être admissible, il faut avoir 65 ans ou plus, résider au Canada, recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse, avoir un revenu annuel inférieur au plafond applicable selon ta situation familiale. Selon que tu sois seul ou en couple, et selon la situation de ton ou ta partenaire par rapport à la SV, le montant mensuel peut varier entre environ 674,96 $ et 1 123,32 $ avec la hausse trimestrielle de 1,2 % prévue. Cette aide non imposable peut se cumuler à la pension. Date de versement, 29 juillet. L'allocation.
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjointe touche à la fois la pension de la SV et le supplément de revenu garanti. Tu pourrais avoir droit à l'allocation, une prestation fédérale mensuelle non imposable destinée aux couples à faible revenu où l'un ou l'une des deux partenaires n'a pas encore atteint l'âge d'accès à la pension. Conditions d'admissibilité. Avoir entre 60 et 64 ans. Résider au Canada. Être citoyenne canadienne ou résidente permanente. Avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans. Avoir une conjointe qui bénéficie à la fois de la SV et du SRG. Avoir un revenu combiné annuel inférieur à 41 500 $. Avec la réindexation trimestrielle en vigueur, l'allocation peut atteindre environ 1 428 $ et 6 sous. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu la touches, elle se transforme automatiquement en allocation au survivant. Date de versement, 29 juillet. Allocation au survivant. Tu es veuve, tu as entre 60 et 64 ans et tu n'as pas formé de nouvelle union depuis le décès de ton ou ta conjointe, que ce soit par mariage ou en union de fait. L'allocation au survivant est une prestation mensuelle fédérale non imposable pensée pour soutenir les personnes qui se retrouvent seules après un deuil et dont les ressources financières sont limitées. Elle se poursuit jusqu'à 65 ans, âge auquel la pension de la SV prend automatiquement le relais. La demande peut être déposée jusqu'à 11 mois avant ton 60e anniversaire. Conditions d'admissibilité. Être veuve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire. Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $. Au-delà de ce seuil, la prestation n'est plus accessible. Le montant maximal s'élève à environ 1 702 $ et 34 sous par mois, calculé selon les revenus de l'année précédente et incluant la hausse prévue de 1,2 %. Date de versement, 29 juillet. C'était 8 prestations et crédits pour les personnes âgées et retraitées du Québec en juillet. Un texte de Jean-Michel Clermont-Goulet, paru le 6 juillet 2026 dans Narcité. Sauvons nos granges en les rendant utiles. Un texte de Pierre Laoude, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Depuis 50 ans, je photographie le Québec vu du ciel. Et d'année en année, je vois disparaître ce qui, longtemps, a donné au paysage rural son rythme et sa noblesse, la grange. Ces longs bâtiments de bois, coiffés de tôles ou de bardeaux de cèdre, plantés au bout d'un rang, ne sont pas de simples remises. Ils sont la mémoire bâtie de 4 siècles d'agriculture québécoise. Chaque grange étable raconte une famille, une terre défrichée, un savoir-faire de charpentier transmis de génération en génération. Or, ce patrimoine s'effondre. On estime que la moitié des vieilles granges du Québec ne sont déjà plus récupérables. Le constat est partout le même. La grange ancienne ne convient plus à l'agriculture moderne, elle coûte cher à entretenir et elle ne rapporte rien. Le propriétaire, devant un toit qui fuit, n'a souvent qu'une option, laisser le temps faire son œuvre ou vendre le vieux bois aux marchands d'antiquités. Dans les deux cas, la grange meurt en même temps que le paysage rural du Québec. Le problème n'est pas le manque d'affection pour ces bâtiments, c'est le manque d'une raison économique de les garder debout. Je crois que cette raison existe enfin et qu'elle se trouve là où nous regardons rarement, sur le toit. Support à panneaux solaires. Une grange, c'est d'abord une immense surface, souvent bien orientée, côté sud, dégagée, sans ombrage. C'est en somme un support à panneaux solaires que nos ancêtres ont construit sans le savoir.
Pourquoi ne pas transformer ces toitures en petites centrales? Le cultivateur produirait sa propre électricité, alimenterait sa ferme et injecterait ses surplus dans le réseau d'Hydro-Québec. Cette idée, hier, se heurtait à la réglementation. Ce n'est plus le cas. Depuis le printemps 2026, Hydro-Québec a profondément ouvert la porte à l'autoproduction. La puissance permise en mesurage net est passée de 50 kW à 1 MW et un programme de subvention offre désormais 1 000 $ par kilowatt installé, couvrant jusqu'à 40 % du coût d'un projet. La clientèle agricole y est expressément admissible. Ce qui relevait du rêve devient un calcul de rentabilité et le délai de rendement de l'investissement, autrefois de 25 à 30 ans, tombe à une dizaine d'années. Voilà le cœur de ma proposition. Faire de la conservation du patrimoine non plus une dépense, mais un investissement. Une grange dont le toit produit de l'électricité est une grange qu'on a intérêt à réparer, à solidifier, à garder. L'énergie solaire devient ainsi le loyer que le 21e siècle verse au 19e pour qu'il reste debout. Et en plus, certains panneaux solaires imitent à la perfection le bardeau traditionnel. Je ne sous-estime pas les obstacles. Toutes les charpentes anciennes ne supporteront pas le poids de panneaux sans renforcement. Une expertise structurale sérieuse sera nécessaire au cas par cas. Il faudra veiller à ce que l'installation respecte le caractère du bâtiment et du paysage. Une grange n'est pas un hangar, et le cadre du mesurage net vise l'autoconsommation, non l'enrichissement. Personne ne fera fortune ainsi. Mais entre une grange rentable qu'on entretient et une grange inutile qu'on laisse tomber, le choix me paraît clair. J'en appelle donc à 3 acteurs, aux municipalités et aux MRC, qui recensent déjà leur patrimoine bâti. Faites de la grange solaire un axe de vos politiques rurales. Au gouvernement et à Hydro-Québec, adaptez les programmes pour que le geste patrimonial, renforcer une vieille charpente plutôt que de bâtir neuf, soit reconnu et soutenu. Et aux cultivateurs, enfin, avant de condamner la vieille grange du grand-père, regardez son toit. Il pourrait bien être ce qui la sauvera. Le Québec a appris à voir grand avec l'hydroélectricité. Il peut aujourd'hui voir clair et petit et partout, un panneau à la fois, une grange à la fois. Nos paysages et la mémoire qu'ils portent valent bien ce regard. C'était « Sauvons nos granges en les rendant utiles », un texte de Pierre Lahoude paru le 23 juillet 2026 dans La Presse.